Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La Voix du barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Et oui, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM, radiograndlac.com et très prochainement, sans doute en DAB sur un large territoire. Quel bonheur de vous retrouver pour cette émission mensuelle en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry et notamment grâce au soutien que nous apporte le bâtonnier Daniel Cataldi, que l'on salue, et tous les avocats membres de cet ordre du barreau de Chambéry. Alors vous savez qu'on est le premier lundi du mois. Tous les premiers lundis du mois, c'est donc le rendez-vous avec votre droit, avec vos droits au quotidien, et on vous donne les meilleurs conseils par rapport à des problèmes que vous pouvez connaître par rapport à des domaines spécifiques. On a traité en d'autres cas, notamment du mineur en danger. On a traité des accidents sur les pistes de ski. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde dans sa vie a un compte bancaire, tout le monde dans sa vie a des opérations bancaires, tout le monde dans sa vie a besoin de services bancaires, peut avoir des difficultés, a besoin d'un crédit, peut mettre en route une procédure de surendettement. Et nous allons donc parler aujourd'hui du rapport entre les banques et les particuliers, ce qu'il faut savoir pour se protéger. Voilà un sujet qui va vous intéresser, chers amis. Et pour cela, j'ai peut-être la meilleure avec nous pour en parler. Maître Carole Olagnon-Delroise, qui est avocate au barreau de Chambéry et qui a dans ses activités dominantes notamment le droit bancaire. Bonjour cher maître, bonjour Carole, vous allez bien ? Bonjour, merci, je vais bien. Parlez bien dans le micro, rapprochez un petit peu le micro, chère Carole, voilà on est en train de faire, voilà, tout à fait. Carole Olagnon-Delroise, donc vous êtes avocate à Chambéry, vous avez votre cabinet à Chambéry, vous êtes avocat depuis déjà quelques années je crois. J'ai prêté serment en 89, l'année du bicentenaire. C'était donc lié à ça alors. Sûrement. Vous étiez un peu notre Marianne de l'époque alors. C'est ça. Donc vous avez prêté serment en 89. Ça veut dire quoi au fait quand on prête serment ? Ça se passe comment ? Eh bien, on s'engage à une certaine probité, loyauté, indépendance, à une déontologie. Voilà, on rappelle que les avocats, c'est une profession qui est réglementée, qu'un avocat ne peut pas faire ce qu'il veut, ne peut pas faire ce qu'il souhaite, qu'il a des comptes à rendre aussi, et c'est une profession déontologique s'il en est, quoi. Hein. Tout à fait. Donc vous prêtez serment devant qui ? Devant un juge. Devant un juge. Voilà. Cependant, vous êtes avocate, les juges, c'est la magistrature, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce qu'un avocat prête serment devant un juge ? Parce que c'est l'institution. Tout à fait. Le juge représente l'institution. Il représente l'institution judiciaire, tout à fait. Donc vous avez prêté serment en 89 et depuis, donc vous êtes avocate à Chambéry. Alors vous avez notamment dans vos attributions, dans vos compétences, le droit bancaire. Est-ce que vous occupez d'autres domaines aussi ? Alors le droit bancaire, c'est vraiment mon activité dominante, avec également le droit des procédures collectives, c'est-à-dire des entreprises en difficulté. Et puis je fais beaucoup de négociations commerciales et je suis également médiateur. Médiateur, c'est-à-dire ? Eh bien, j'interviens comme tiers, neutre et indépendant pour accompagner des personnes en différend dans la recherche de la solution de résolution amiable. Solution amiable. Hein. Et on rappelle ce qu'on nous apprend souvent en fac de droit, c'est qu'un mauvais accord amiable est toujours mieux qu'un bon procès. Alors moi je dirais que c'est la recherche de la solution gagnante-gagnante qui fait que la médiation est intéressante. Et c'est plus rapide que la justice, que les procédures judiciaires ? Bien sûr, beaucoup plus. Et puis le justiciable est maître de sa solution. Il reprend le pouvoir. D'accord. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes avocate, puisque maintenant on peut devenir médiateur sans avoir une formation juridique. Donc vous savez quand même faire la médiation dans le respect du droit, quoi. Ça permet de comprendre des fois un peu plus vite les difficultés. Bien, merci en tout cas, chère Carole, d'être là. Carole Olagnon-Delroise, c'est à votre tour aujourd'hui. Donc, vous allez nous parler du rapport entre les banques et les particuliers, ce qu'il faut savoir pour se protéger. On va parler du compte bancaire, qui en fait est un contrat contre un autre. Ça va rappeler le droit des contrats que l'on avait connu. On va parler des services bancaires, des pièges parfois à éviter, des crédits, du surendettement. Puis on fera une partie sur les banques en ligne et tout ce qu'elles peuvent apporter de bien
comme de moins bien. Eh bien, écoutez, Carole, je vous laisse introduire le sujet. Alors, le point de départ de la relation d'un particulier avec une banque, c'est l'ouverture d'un compte bancaire. Oui, d'accord. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte bancaire ? Alors, pour être en relation avec une banque, oui. Oui, non, mais est-ce que dans nos vies, est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte bancaire ? Ah non, vous pouvez imaginer traverser le pays avec votre besace dans votre poche et votre argent liquide. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas des achats qui sont obligatoirement sous format autre que liquide ? C'est toute la difficulté. Dans le monde dans lequel nous vivons, avec le sujet de la crypto-monnaie maintenant, etc., ça évolue aussi, ça serait aller à contre-courant, mais pourquoi pas, c'est imaginable. Il faudrait juste avoir son coffre-fort dans sa poche, c'est ça qu'il faut savoir. Mais alors, pour quelqu'un qui a un travail, qui reçoit son salaire, c'est obligatoirement sur un compte bancaire ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, pas juridiquement, non. D'accord. Alors, allez-y, donc le compte bancaire, un contrat comme un autre. Alors... Pardon. Allez-y, Carole. Oui, c'est ça. Le compte bancaire, c'est un contrat. C'est-à-dire, pour ouvrir un compte bancaire, on signe ce qu'on appelle une convention de compte. C'est un contrat entre le client et sa banque. Cette convention doit être écrite et remise au client. Elle contient toutes les règles de fonctionnement du compte, notamment les moyens de paiement qui vont pouvoir être utilisables sur le compte, les frais qui seront appliqués, le cas échéant, les autorisations de découvert, et le taux des intérêts applicables, les conditions de clôture, etc. Alors, c'est généralement un dossier qui est un petit peu épais. On paraphe en bas, on signe à la fin, mais on ne l'a pas lu. Hein. Alors ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Vous pouvez et devez lire la convention de compte, surtout que ce n'est pas un document qui est très dense. Oui, tout à fait. Donc, c'est un contrat. On signe un contrat entre nous-mêmes. Alors, ça peut être particulier ou ça peut être une personne morale qui ouvre un compte et avec un établissement bancaire. Tout à fait. Ça peut être un compte de particulier, ou ça peut être ce qu'on appelle un compte joint, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs personnes qui seront titulaires du compte. Notamment dans le cadre d'époux ? D'une famille, tout à fait. D'une famille, d'accord. Alors, quels sont les droits du client concernant l'ouverture et la gestion d'un compte bancaire, Carole ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de refus d'ouverture d'un compte bancaire par une banque, la personne a un recours. Elle doit frapper à la porte de la Banque de France et elle a un droit au compte. Et la Banque de France ne peut pas vous privez d'un compte. C'est un droit en France. Même si on a eu des expériences de surendettement pendant des années, si on a fait faillite, une personne morale qui fait faillite a quand même le droit d'avoir un compte bancaire après. Bien sûr, cette personne, elle sera fichée au fichier des incidents de paiement. Ça, c'est réglementé. Mais pour autant, elle a le droit au compte. Le droit au compte, c'est un droit absolu. Banque de France, donc ça se trouve où ? Dans chaque département ou c'est uniquement à Paris ? Oui, chez nous c'est Chambéry. Oui, tout Chambéry, à fait. il y a un établissement de la Banque de France à Chambéry, vers le boulevard du Théâtre là-bas. Exactement. D'accord. Et dans chaque département, il y a un établissement de la Banque de France ? Oui. Oui, d'accord. D'accord. Donc on s'adresse à la Banque de France. Tout à fait. D'accord. Et donc, pour poursuivre sur les droits, quelle que soit la banque, quand j'ouvre un compte, le client doit être informé préalablement à l'ouverture du compte de tous les frais, toutes les conditions. Je ne peux pas ouvrir un compte comme ça, puis après il y a des choses qui vont me tomber sur la tête. Oui. Je dois être informé à l'avance. Avant de signer, parce qu'on va me remettre la convention d'ouverture de compte. C'est-à-dire les coûts d'ouverture, les éventuels coûts par mois de gestion, les frais de dossier et tout. Tous les services qui seront adossés au compte bancaire. Le coût de la carte bancaire, le coût éventuel d'un chéquier. Mais il faut savoir que c'est pas obligatoire. Il y a deux choses. La convention d'ouverture de compte, juste j'ouvre un compte sur lequel je fais des opérations bancaires. Et sur sur ce compte, il va y avoir adossé des conventions annexes, des conventions de chèque, je peux pouvoir utiliser un chéquier, des conventions de carte bancaire, on verra ça tout à l'heure, je pourrais utiliser la carte bancaire, des autorisations de découverte, etc. C'est tous des services annexes qui vont s'ajouter à la convention de compte. D'accord, donc il y a quand même beaucoup de choses. Et donc, par ailleurs, ils doivent donc la convention doit aussi prévoir régulièrement les relevés de compte ou savoir comment les consulter, maintenant notamment avec Internet. Oui, ça c'est une obligation de la banque. La banque doit transmettre des relevés de compte réguliers à ses clients, soit sous forme papier, soit sous forme numérisée. Tout à fait. Maintenant, ok. Alors, on a parlé des droits. Quels sont les devoirs maintenant d'un particulier qui ouvre un compte bancaire ? Écoutez, ça va sans dire, mais ça va peut-être mieux en le disant. Le client doit approvisionner son compte, ne pas faire de chèque sans provision, respecter les plafonds de découvert autorisés. On ne peut pas ouvrir un compte et laisser 0 € dessus.
il faut de l'argent sur le compte. Alors, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure sur le sujet des crédits. Je suis tatillon. Oui. Là. Non, mais c'est une vraie question. À laquelle il y a de vraies réponses. Donc ne pas faire de chèque sans provision, c'est-à-dire faire un chèque d'un montant supérieur à la somme qui est disponible sur le compte. Ou à la somme que j'ai l'autorisation d'utiliser. Si adossé à mon compte, il y a par exemple une convention d'ouverture de crédit, c'est-à-dire que la banque accepte de me faire crédit, elle m'autorise un découvert. En prenant des AGO. En prenant des intérêts. Des intérêts. Mais que j'ai conventionnel, qu'on a convenu parce que ça a été écrit dans un contrat. D'accord. Et ça, ce sont des dispositions qui s'arrêtent entre les deux parties ou qui sont arrêtées unilatéralement par le banquier? Alors les deux, il y a des règles qui correspondent à la loi, mais ces règles, elles sont rappelées dans la convention d'ouverture de compte, c'est-à-dire la banque ne peut pas aller en dessous et au-dessus de certaines choses, et donc il y a une sorte de fourchette, et dans la fourchette, elle pose ses conditions. Alors, est-ce que vous avez, chère Carole Olagnon-Delroise, un conseil à donner pour bien démarrer la relation avec sa banque au stade de l'ouverture d'un compte? Oui. Je suis sûr que vous allez me dire oui. Bien sûr. Toujours demander un exemplaire papier en PDF de la convention d'ouverture de compte et la lire. D'accord, oui, c'est toujours bien. Voilà. C'est toujours bien. Donc, la lire et puis connaître tous les services qui peuvent être associés. S'il y a des services associés tels que l'autorisation de découvert, on en a parlé tout à l'heure, l'utilisation de chéquiers ou de cartes bancaires, eh bien, il faut aussi avoir un exemplaire de ces annexes et les lire. Et puis, est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes bancaires? Oui, mais est-ce qu'il y a un maximum? Par exemple, est-ce qu'on pourra avoir, je dis une bêtise, une centaine de comptes bancaires? Dans l'absolu, rien n'interdit d'avoir rien n'interdit en droit d'avoir un nombre infini de comptes bancaires. D'accord. Et dans plusieurs établissements bancaires, on est totalement libre. On est totalement libre, mais on est aussi totalement repéré. Oui. Voilà. Et c'est pas dit que ça fonctionne longtemps. Voilà. C'est pas dit que ça fonctionne. Alors, on a bien compris, grâce à vous, les droits et les devoirs pour ouvrir un compte bancaire. Maintenant, pour ce qu'il est des services bancaires courants et de leurs pièges, parce que vous croyez qu'il y a des pièges ici, vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, parlons maintenant des frais, des découverts. Où sont les pièges? Alors, les découverts. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un découvert autorisé? Un découvert autorisé, c'est un crédit. Il est encadré, c'est-à-dire que c'est une convention d'ouverture de crédit ou une convention d'autorisation de découvert. Il y a un plafond et on prévoit les intérêts qui vont être appliqués quand je vais utiliser l'autorisation de découvert. Tant que je reste dans mon plafond, tout va bien, je sais exactement à quoi je m'attends. Les intérêts sont prévus. Par exemple, je vous coupe, on peut avoir un découvert autorisé de 1 000 €. Donc, si on est à moins 500 € sur son compte, on est dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On paye quand même des intérêts? Je vais payer des intérêts, mais je sais combien. C'est-à-dire que dans ma convention de compte, on va dire que l'autorisation de découvert à hauteur de 1 000 €, il y aura un intérêt à 3,50 par exemple. Voilà. Je sais que je vais payer 3,50% sur les 1 000 € de découvert. Ça sera un calcul sur l'année. Donc voilà. Mais le piège, c'est quand je dépasse l'autorisation découvert ou quand je vais faire du découvert alors que j'ai pas d'autorisation. Là, c'est plus encadré. Il n'y a plus de contrat entre la banque et moi, et la banque, pendant un certain temps, est libre d'appliquer ses conditions dans une seule limite qui est le taux d'usure. Oui, le taux d'usure. Voilà. Mais le taux d'usure, je vais vous en parler. 23,24% pour les découverts non autorisés. Inférieur à 3 000 €. Donc, la banque ne peut pas vous mettre un taux qui est supérieur à cela. Oui, mais c'est déjà pas mal. Mais 23%, oui. 15,67% pour les découverts entre 3 000 et 6 000 €. C'est faramineux. Et 8,63%, je crois, pour les découverts supérieurs à 6 000 €. Exactement. Donc, en gros, si j'ai bien compris, pour une banque, un bon client, c'est quelqu'un qui est tout le temps à découvert. Qu'est-ce que vous en pensez, Carole? Vous n'êtes pas banquière. Voilà, c'est ça. Je rappelle que vous n'êtes pas banquière, vous êtes avocate. Voilà, tout à fait. Spécialisée en droit bancaire. Donc, moins on a sur son compte et plus on paye de frais. Moins on a sur son compte et plus on paye de frais. Je sais pas. Non, d'intérêt. Voilà, c'est quand on a plus sur son compte en réalité qu'on va payer des intérêts. Tant que mon compte est provisionné, je paye plus d'intérêts. Voilà. C'est quand on n'a plus d'argent et qu'on continue à dépenser. Donc dans la limite de mon plafond d'autorisation de découvert, c'est cadré, je sais exactement ce que je vais payer, et si je la dépasse, ce n'est plus cadré du tout. Alors,
Est-ce qu'il n'y a quand même pas un garde-fou, une parade pour contrer cela ? Si. C'est-à-dire que la banque ne peut pas laisser courir un découvert dans un délai plus long de 3 mois. C'est-à-dire que si je suis à découvert pendant plus de 3 mois, la banque a l'obligation de me proposer une convention d'ouverture de crédit, une convention d'autorisation de découvert ou un contrat de prêt. C'est une obligation de la loi. Et dans lequel on va revenir à un taux accepté, un taux contractuel raisonnable, etc. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra plus m'appliquer ces taux faramineux. Oui. Et elle devra appliquer le taux légal, qui en revanche est un taux qui est très bas. D'accord, donc elle pourra être sanctionnée dans le cas d'un manquement de ses obligations. C'est-à-dire que sanctionnée doucement, elle ne pourra plus me réclamer les fameux intérêts qui crèvent tous les plafonds. Et dans le cadre d'un chèque refusé ou d'un prélèvement qui est rejeté ? Alors pareil, c'est prévu dans la convention d'ouverture de compte chèque. Il y a des commissions, il y a des courriers obligatoires qu'on va devoir vous adresser, mais on vous les facture. Donc tout ça est prévu. Et donc, il faut être vigilant parce que ça peut souvent amener à des sommes importantes. D'accord. Et ça peut atteindre, des sommes importantes de plusieurs dizaines ou centaines d'euros. Oui, tout à fait. Et donc après, ces frais, par contre, il y a des conditions tarifaires qui sont signés au moment de l'ouverture du compte ? Oui, c'est ça. Alors, pas nécessairement signés. C'est-à-dire que dans la convention, ça va renvoyer à des conditions tarifaires qui vont bouger. Et donc, en revanche, vous avez accès régulièrement à ces conventions qui sont mises à jour. Donc, où est-ce que vous allez les trouver ? Sur le site internet de la banque. Et là, vous allez rechercher une section intitulée tarifs, nos tarifs, conditions tarifaires, brochures tarifaires, etc. Dans l'espace client en ligne ou dans votre application mobile. Voilà. Et puis vous allez, si vous ne trouvez pas là ou si vous n'êtes pas habile avec le numérique, vous allez en agence bancaire et on a l'obligation de vous remettre une brochure. Donc ces tarifs, ils sont mis à jour régulièrement. Donc vous avez signé une convention où vous dites que vous vous engagez à les consulter régulièrement et à accepter qu'ils soient appliqués. Et donc, est-ce que vous avez un conseil de plus à donner ici à nos auditeurs de Radio Grand Lac ? Oui, quelque chose que je ne fais pas, mais qu'il faut faire, c'est regarder les relevés de compte régulièrement, repérer les lignes de frais répétitifs et demander des explications aux conseillers. Conseiller financier. Il faut une relation de confiance entre la personne et le conseiller financier. Mais bien sûr, la banque, c'est votre partenaire. Mais tout à fait. Et on l'a vu en début d'entretien. Le banquier, c'est votre partenaire de vie au quotidien. Tout à fait. Alors, une question encore là par rapport aux services bancaires et aux éventuels pièges. S'agissant de la carte bancaire, chère Carole, quelle différence faites-vous entre une carte de crédit parce qu'on parle toujours d'une carte de crédit, la carte bleue, etc. Mais il y a la carte de crédit, il y a la carte de débit. Voilà, c'est quoi la différence ? C'est la question de tout à l'heure. Pour éviter peut-être des pièges. Oui, tout à fait. C'était la question de tout à l'heure. La carte de débit, elle est directement liée à votre compte. Quand l'utilisateur paye, il retire de l'argent qui lui appartient. Le montant est débité directement sur son compte. Le compte doit être impérativement provisionné au moment du débit, sinon le paiement est rejeté et des frais s'appliquent. Alors, il y a les cartes de débit immédiat, le montant est prélevé tout de suite. Et les cartes avec débit différé, le montant est prélevé à l'issue d'une certaine période, en fin de mois en général. Mais ce n'est pas un crédit. Oui, donc je vous coupe, chère Carole. Si je paye avec une carte de débit, en fait, on a tous des cartes de débit. Non, on a tous des cartes de crédit. Des cartes de crédit, oui. Mais voilà. Mais non, mais qu'on utilise comme des cartes de débit, souvent. Oui, d'accord, c'est ça. Okay. Mais c'est des cartes de crédit. Donc, si je paye un achat qui est différé, la personne qui doit recevoir l'argent la reçoit quand même tout de suite ou la reçoit à la fin du mois ? Ah non, elle la reçoit tout de suite. Elle la reçoit tout de suite. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, les cartes de débit immédiat, les cartes avec débit et la carte de crédit. Alors la carte de crédit, en réalité, c'est à la carte de crédit, il y a adossé un prêt, un crédit. C'est souvent ce qu'on appelle un crédit revolving ou un crédit renouvelable. C'est-à-dire qu'on met à votre disposition une réserve d'argent. Oui. Dans laquelle vous pouvez puiser régulièrement et qui vient se reconstituer au fur et à mesure de son utilisation. Et
en parallèle, vous allez payer des petites échéances de remboursement. Et tant que la réserve d'argent se reconstitue, eh bien, vous pouvez utiliser cette carte. À la carte de crédit, il va y avoir aussi adossé ce qu'on appelle la fameuse autorisation de découvert. Donc là, on vous dit, dans la limite du plafond, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez faire des dépenses sans avoir la provision. Donc c'est bien le banquier qui vous prête. Qui prête. Donc là, le mécanisme est différent. Si vous voulez, l'argent, il n'est pas pris sur votre compte, il n'est pas pris dans votre poche tout de suite. Il est pris chez le banquier. D'accord. C'est le banquier qui avance l'argent. Voilà, c'est un prêt. Mais qui dit prêt dit intérêt. Voilà. D'accord, donc avec un montant qui doit aussi être pas mal suivant les établissements bancaires. C'est prévu dans le contrat. Donc, pour résumer, la carte de débit utilise votre argent, la carte de crédit utilise celui de la banque. C'est ça. Donc, toutes nos cartes, vous dites que on a tous des cartes de crédit. Les personnes qui commencent dans la vie, on leur propose une carte de débit. Nos étudiants, nos jeunes, enfin nos enfants, oui. Quand même, voilà. Ce sont des cartes de débit. Voilà. À partir de quel âge on peut avoir un compte bancaire ? C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. D'accord. Je sais pas. Je sais plus. C'est tôt. Il suffirait que je cherche. Un mineur est tout à fait capable d'avoir un compte bancaire à son nom. Il suffirait que je cherche, mais là, je sais pas. D'accord. Donc, comme on dit, la carte de débit est un simple outil de paiement. L'autre est un produit financier qui est encadré juridiquement. Donc oui, c'est important de faire une différence entre cette carte de crédit et cette carte de débit pour éviter des erreurs coûteuses. C'est ça. Et préserver sa situation financière. Est-ce que vous avez, par exemple, un cas pratique à nous donner ? Oui, par exemple, mais c'est nous tous les jours. Madame Dupont part en vacances. Cette célèbre Madame Dupont. Et voilà. On peut avoir Monsieur Martin ou Monsieur Durand, mais non, on est tombé sur Madame Dupont. Voilà, ou Monsieur Germain. Oui, tout à fait. Monsieur Germain part en vacances et réserve une voiture de location. Oui. Monsieur Germain, présente sa carte bancaire. Et l'agent lui dit, désolé, il me faut une carte de crédit, pas une carte de débit. Alors pourquoi ? Parce qu'avec une carte de crédit, le loueur, il peut bloquer une somme en garantie, comme une sorte de caution, puisque c'est un produit financier qui est adossé à la carte de crédit. Et la banque va être le garant du montant. C'est-à-dire que si je ne rends pas la voiture, c'est la banque qui va payer à ma place. Et après, évidemment, elle va me demander que je le rembourse. Mais ça va garantir le fait que la voiture va bien rentrer. Voilà. D'accord. Et même si M. Germain n'a pas les fonds immédiatement sur son compte, il utilise sa carte de crédit et ça fonctionne. Ce qui n'est pas le cas si c'était une carte de débit. Avec une carte de débit, cette somme serait prélevée tout de suite, ce qui n'est pas le but d'une caution. Donc, sans carte de crédit, Monsieur Germain, vous ne pouvez pas louer de véhicule en réalité. Donc, et donc, je reste à pied. Voilà. Donc, oui, c'est important ça quand on ouvre un compte auprès d'une banque, bien demander une carte de crédit, non pas une carte de débit. Voilà. Il y a beaucoup de banques qui proposent encore des cartes de débit où vous disiez tout à l'heure que tout le monde, on a des cartes de crédit que l'on utilise comme des cartes de débit, mais la plupart sont des cartes de crédit. Oui, les banques proposent des cartes de débit en cas de très faible solvabilité. Oui, d'accord. Pour être sûr de ne pas avoir. Écoutez, c'est très très intéressant cet exposé, cette émission sur les banques et les particuliers, leur rapport et tout ce qu'il faut faire pour se protéger au mieux. On va marquer une pause musicale. Je suis toujours en présence de maître Carole Olagnon-Delroise, avocate à Chambéry. On marque une pause musicale et j'ai trouvé, la génération piège jaune, c'est pas mal quand on parle d'une banque, les petits soleils. Allez, on écoute ça et on revient tout de suite après en direct pour La Voix du Barreau. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La Voix du Barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. De retour pour la deuxième partie de La Voix du Barreau, cette émission mensuelle, premier lundi de chaque mois à 13h avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, où on parle de différents problèmes de droit que vous pouvez connaître au cours de vos vies, dans vos activités. Aujourd'hui, on parle plus de droit bancaire avec maître Carole Olagnon-Delroise, qui a la grande qualité d'être aixoise depuis déjà une trentaine d'années, paraît-il, et qui a donc son cabinet
à Chambéry, 159 allée Albert Sylvestre. On parlait donc du rapport entre les particuliers. Alors on parle des particuliers, mais pour les personnes morales, bien sûr, c'est la même chose. À quelques petites exceptions près, cela va sans dire puisqu'on est en droit. Donc ce qu'il faut savoir pour se protéger dans ses rapports avec sa banque, avec son établissement bancaire. On a parlé de l'ouverture des comptes. On a parlé des services qui peuvent être proposés, des pièges, notamment à éviter avec les cartes de crédit, les cartes de débit. Et maintenant, chère Carole, vous vouliez nous parler du crédit aux particuliers, bien comprendre avant de signer. Alors donc, les crédits ou les prêts bancaires, c'est la même chose. Est-ce qu'il y en a qui sont plus risqués que d'autres, Carole? Alors oui. Il y a 3 types. Vous dites oui à tout, vous? Je dis oui à tout. Depuis le début, je vous pose des questions, c'est tout le temps oui. Voilà. Alors, il y a 3 types de prêts avec des obligations de la part des banques et des degrés de risque pour les emprunteurs qui sont quand même différents. Il y a ce qu'on appelle les prêts immobiliers, les prêts à la consommation classique et les fameux crédits renouvelables ou revolving dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Oui. Alors, s'agissant du crédit immobilier, il est destiné à l'achat d'un bien immobilier ou à la réalisation de travaux dans une maison ou un appartement. Il est relativement encadré, c'est un contrat sage dont on a tous besoin quand on va accéder à la propriété. C'est-à-dire que si je suis propriétaire de ma maison, mais que je décide de faire des travaux dans cette maison, c'est un crédit immobilier. Ce n'est pas crédit à la consommation. Voilà, ça dépend. Mais si c'est un crédit à la consommation, c'est déguisé si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez vous empruntez de l'argent et vous décidez de l'affecter à des travaux. Est-ce qu'un prêt immobilier, c'est un prêt qui va être dédié. Dans le prêt, on va dire à quoi ça va servir. Oui, tout à fait. Et ça va le faire rentrer dans cette catégorie et avec des règles particulières. Voilà, avec des taux qui sont particuliers. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. D'accord. Oui, on vous écoute. Sur le prêt immobilier, c'est des prêts qui sont tranquilles, mais qui peuvent présenter des risques quand même, parce qu'ils sont souvent assortis de garanties. Oui. De type caution ou hypothèque sur le bien immobilier dont l'acquisition va être financée. Alors, c'est quoi le risque là? C'est que si je ne rembourse plus, si le particulier ne rembourse plus, eh bien, ça va entraîner des poursuites à l'encontre de la caution, qui est souvent un proche, ou même, ça va entraîner la saisie immobilière du bien sur lequel la garantie aurait été prise, c'est-à-dire l'hypothèque aurait été inscrite. Voilà, ça c'est le risque, mais en même temps, un prêt bien calibré et adapté à la situation de l'emprunteur est fait pour être remboursé et les garanties ne devraient pas avoir à être mises en œuvre. D'accord, donc voilà pour le prêt immobilier dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier ou de travaux à réaliser dans ce bien. C'est ça. Le crédit de consommation classique, chère Carole. Un peu plus risqué, on va dire. C'est un prêt personnel pour un achat. Il est rarement assorti de garantie, les taux sont plus importants. Plus importants, ça veut dire qu'ils sont plus hauts. Ils sont plus hauts, voilà. Et parfois, la banque demande quand même une caution personnelle, c'est-à-dire l'engagement d'un proche de rembourser à la place d'un emprunteur qui sera défaillant. Mais c'est pas du tout la norme. Est-ce que c'est toujours comme avant où la caution doit être écrite à la main, doit être manuscrite, hein? C'est ça, il y a la mention manuscrite, c'est-à-dire que si cette mention manuscrite ne figure pas sur l'engagement de caution, eh bien la caution peut faire valoir son désengagement. Donc, une personne qui se porterait caution et qui ne sait pas écrire ne peut pas, en fait. Ben voilà. En droit. Hein. En droit, voilà. Juridiquement. Ou alors elle fera devant notaire. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. Les prêts immobiliers sont souvent recueillis devant notaire, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Un acte authentique. C'est un acte authentique. Et là, effectivement, il n'y a plus la mention manuscrite. C'est le notaire qui est garant de ce que la personne a bien compris, ce à quoi elle s'engage. Là aussi, c'est une condition de sécurité. Hein. Bien sûr. Hein, parce que avec toute la force qu'ont les actes authentiques par rapport à un acte normal. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre sur le crédit de consommation Alors, plus grand-chose. Moi, celui sur lequel j'ai envie d'attirer l'attention, c'est le fameux crédit revolving ou renouvelable en français. Lui présente un gros risque de surendettement. Ce sont les personnes qui sont souvent les moins fortunées qui vont vers ces crédits-là. Ah oui, voilà. Et c'est souvent lié avec les cartes de magasin, là. Hein. C'est ça. C'est souvent lié à une carte de magasin. Il s'agit de la mise à disposition du client d'une réserve d'argent qui se renouvelle au fur et à mesure des remboursements pour permettre de nouveaux achats. Et ça peut être... Donc, si c'est tentant parce qu'on a toujours une somme. Complètement. On a toujours une somme à disposition, mais c'est une somme qui n'est pas à nous,
comme on l'a dit tout à l'heure. Et on peut piocher dedans, le banquier, il ne dira pas non, mais par contre, il va vous appliquer des intérêts. Hein. C'est ça, vous engagez à rembourser 100 € par mois, donc vous dites, allez, 100 € par mois, et puis vous puisez, sauf que 100 € par mois, ça va être indéfini au regard des intérêts qui vont s'accumuler. Et donc, ça peut très vite devenir un piège, tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un piège au surendettement. D'accord. Alors, comment savoir tout ça à l'avance, la différence entre les crédits, les taux, tout ça? Comment est-ce qu'on peut savoir ça à l'avance? Eh bien, quel que soit le crédit, la banque a l'obligation de remettre au client un document d'information avant qu'il s'engage. C'est très, très normalisé, ça a un caractère européen. Ça s'appelle la fiche... Alors, selon le crédit, lorsqu'on a un crédit à la consommation, c'est une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée. C'est un peu barbare. C'est la FIPEN. Exactement. On le repère comme ça. Cet acronyme FIPEN. Et puis, pour les crédits immobiliers, c'est la fiche d'information européenne standardisée. La FIPES. Exactement. Donc, il faut retenir ces acronymes parce que ce sont les documents qu'il faudra repérer pour être bien renseigné avant de signer. Le FIPEN, la FIPEN ou la FIPES. C'est-à-dire quand vous allez voir votre banquier, il vous remet une liste importante de documents, vous repérez l'une de ces deux fiches, lisez-la, c'est pas long, c'est 1 page et demie, 2 pages, lisez-la, et là vous avez tout ce qui concerne le prêt de manière très très didactique, très simple. Une lecture très simple. Vous avez le montant total emprunté, vous avez la durée du prêt, vous avez également le taux des intérêts, s'il est variable, s'il est fixe, s'il est majoré en cas de retard. Vous avez ce qu'on appelle le taux annuel effectif global. Oui, le fameux TAEG. C'est ça. On ne sait jamais ce que ça veut dire. Voilà, TAEG, on dit, voilà. Et donc, c'est le taux annuel effectif global. Voilà. C'est-à-dire, c'est Carole, un taux qui intègre à la fois les intérêts et qui est retraité avec tous les coûts environnants du crédit. Le coût de l'assurance, le coût des frais d'ouverture de dossier, voilà. C'est-à-dire que on prend le capital emprunté, on applique à ce capital le TAEG et on a exactement combien coûte le crédit, intérêts et frais compris. D'accord. Et ça donne aussi le montant des mensualités. Dans ces fiches, on a aussi le montant des mensualités, on a le coût total du crédit, je viens de le dire, mais c'est important de le repérer parce que ça vous permet de comparer. Je vous ai dit que la FIPEN et la FIPES, c'est avant de signer, vous faites remettre ces fiches. Donc ça vous permet de comparer avec d'autres offres et d'autres banques. D'accord. Et on parle aussi des conséquences d'un défaut de paiement. Oui, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Donc il faut bien lire ces fiches apparemment. Oui. Alors, dans le cadre d'un... Les demander, les repérer tout à fait, les et les lire. Normalement, c'est une obligation aussi de la banque de les donner. Oui, elle doit même réserver la preuve de ce qu'elle vous les a donnés, c'est-à-dire qu'elle vous fait signer un document où vous reconnaissez qu'elle vous a donné, ou alors vous les paraphez, c'est dans l'alias du contrat et c'est paraphé. D'accord. Et si c'est pas paraphé? Alors, ça veut dire que vous n'en avez peut-être pas eu connaissance. Ouais, donc si la banque n'a pas effectivement... Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la banque de prouver qu'elle vous a remis la FIPEN ou la FIPES. Et si elle n'arrive pas à le prouver, elle peut être sanctionnée, effectivement. Dans le cadre d'un contrat de prêt, ce qu'on vient de parler, là, est-ce que l'emprunteur a la possibilité de se rétracter ou de réfléchir, de demander un petit peu de temps avant de faire sa décision? Alors vous allez dire que je dis toujours oui. Bah oui, vous avez encore des oui, là, je parie. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous êtes sympa, vous, tout le temps. Voilà. Mais il y a quand même une nuance. Il faut bien distinguer rétractation et réflexion. Alors, en matière de prêt à la consommation, l'offre de prêt contient obligatoirement ce qu'on appelle un formulaire détachable à utiliser en cas de rétractation. Oui. Et l'emprunteur bénéficie d'un délai de 14 jours courant à compter de la signature du crédit pour pouvoir se rétracter. Vous signez votre crédit, vous avez 14 jours pour dire non, je reviens sur mon accord. Et vous n'avez même pas besoin d'écrire un courrier, vous prenez le contrat de prêt, au pied du contrat vous avez un formulaire détachable, vous le déchirez, vous le coupez au ciseau, oui. Vous le mettez dans les petits pointillés. Vous le signez, vous le mettez dans une enveloppe, vous l'expédiez, et si vous êtes dans le délai de 14 jours, vous n'êtes plus engagé. À compter de la date d'envoi ou... De la date de signature. Ah oui, à côté, c'est votre date d'envoi. D'accord. Voilà. Et puis, en revanche, il n'y a pas de rétractation possible après la signature d'un prêt immobilier, il faut le savoir. Mais vous avez 10 jours de réflexion obligatoire avant la signature. On va vous présenter une offre par voie postale.
la présentation de la lettre de la poste fait foi de la date à laquelle vous avez Par voie postale, obligatoirement. Voilà. La présentation, quand c'est un acte, ce qu'on appelle un acte sous seing privé, quand c'est la présentation de la lettre fait foi, c'est le point de départ de ce délai de réflexion de 10 jours. Et vous ne pouvez pas accepter l'offre, c'est-à-dire le signer et le remettre à votre banque, avant le 11e jour, avant l'expiration de ce délai de 10 jours. D'accord. Et plus fort encore, la banque ne peut pas vous remettre les fonds dans ce délai. Si elle le fait, elle commet une faute. D'accord. Voilà. Oui, ils font que vous c'est un signez vrai délai de réflexion. Votre offre de prêt, vous avez donc 10 jours avant de toucher l'argent. Hein. Non, c'est-à-dire que je reçois l'offre de prêt, je ne la signe pas, je la reçois. Voilà, je la reçois. Oui, non, mais vous avez j'ai 10 jours avant de toucher l'argent, 10 jours de réflexion. D'accord. Et c'est quand j'aurai signé, j'envoie et on me verse l'argent. Si on me verse l'argent avant... Vous ne pouvez pas dire, j'ai mon offre aujourd'hui le lundi 5 mai, je la signe demain, mardi 7 mai. On doit attendre le 15 mai avant de la signer. Ouais. Et les banques se font parfois piéger sur ce délai-là. Et alors ? Eh bien, c'est embêtant parce que on peut leur opposer l'annulité du contrat. Oui, bien sûr. Voilà, l'annulité du contrat, ça veut pas dire que pour une erreur de procédure. Voilà, ça veut pas dire que je vais pas rembourser les sommes qui ont été mises à ma disposition. En revanche, ça sera je vais restituer la somme et c'est tout. Il y aura plus d'intérêt, plus de frais, rien du tout. Oui, d'accord, ok. On appelle ça la restitution de l'indu. Oui, tout à fait. C'est un quasi-contrat, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est ça. On m'a remis de l'argent. Répétition de l'indu. C'est ça, répétition de l'indu. On m'a remis de l'argent et on ne devait pas me le remettre, donc je dois le rendre, mais sans autre condition que cette somme-là. Donc il n'y a plus question d'intérêt. L'assurance, dans le cadre d'un prêt, est-ce qu'elle est obligatoire, chère Carole Olagnon-Delroise ? Alors je vais vous surprendre, non. Ça y est, elle m'a dit non, ça y est. Non, pas légalement. Mais en pratique, aucune banque ne prête sans assurance. En revanche, le consommateur a le droit de refuser l'assurance groupe qui lui est proposée par la banque et peut choisir une autre offre à condition qu'elle propose les mêmes garanties. L'emprunteur peut aussi changer d'assurance à tout moment, même après la signature, il faut le savoir. Ah oui, d'accord, on peut. Donc on a signé et en cours de prêt, en cours de remboursement de prêt, on peut changer. Tout à fait. D'assurance. Tout à fait. Si je trouve des conditions meilleures ailleurs, je peux changer d'assurance. Si je suis pressée pour emprunter, je vais signer l'assurance groupe un peu les yeux fermés et 4 semaines après, je peux dire non, je résilie, je vous en présente une autre. D'accord. Parlez-nous, Carole, un peu du devoir de conseil du banquier à 13h40 tout juste, toujours dans votre émission La Voix du Barreau. Alors, il consiste à orienter le consommateur vers une solution adaptée à sa situation personnelle, en tenant compte de ses besoins, de ses capacités financières et de son profil de risque. Le banquier ne doit pas se contenter de proposer un produit standard, il doit s'assurer qu'il est approprié pour le client. Il doit donc connaître la situation matérielle et financière du client, connaître aussi son travail, sa profession pour pouvoir juger de la pertinence du prêt et des sécurités qu'il a en face, quoi. Tout à fait. La banque doit s'assurer que le prêt est adapté à la solvabilité de l'emprunteur. Voilà, pas proposer un prêt énorme en sachant pertinemment que l'emprunteur ne... Elle engage sa responsabilité. Rembourser, d'accord. Elle engage sa responsabilité. Quand s'applique ce devoir du banquier ? Alors, en matière de prêt à la consommation, en toute matière, en matière de cautionnement aussi. Je ne peux pas recueillir le cautionnement de quelqu'un si je n'ai pas mesuré que ce quelqu'un pourra payer à la place de la personne qui aura emprunté et qui sera défaillante. D'accord. Donc, on ne peut pas faire signer un contrat de caution à une personne si on sait que de toute façon elle n'a pas les revenus adéquats pour remplir cette mission. Les revenus ou le patrimoine, oui. Oui, ou le patrimoine, d'accord. Que risque la banque en cas de manquement, Carole ? Sa responsabilité contractuelle est engagée si le conseil est inadapté ou absent. Alors, le consommateur, il va pouvoir obtenir, mais il va falloir qu'il saisisse le juge, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Donc, c'est au civil, ça c'est pas au pénal. Oui, bien sûr. Oui, on parle de contrat civil. Donc le consommateur, il peut obtenir des dommages-intérêts pour perte de chance ou pour un préjudice financier, perte de chance de ne pas s'être engagé. Si vous m'aviez conseillé comme il faut banquier, j'aurais pas signé. Oui, tout à fait. J'aurais pris conscience de ce que je pouvais pas rembourser, ça allait coûter aussi cher, etc. C'est là qu'il faut un bon avocat comme vous. Je sais pas. Et puis, parfois, ça va être la nullité du contrat aussi. C'est rare, mais c'est possible. Et dans ce cas-là,
toutes les conditions tombent, du contrat tombe, et le consommateur, il a juste obligation de rembourser la somme, mais sans intérêt, sans rien. Et oui, il ne peut pas la garder. Il ne peut pas la garder, non. Ah, c'est dommage, ça. En tout cas, voilà, il faut bien suivre la jurisprudence. Et là, on rentre dans des problèmes de droit qui nécessitent d'être assisté par un avocat, par un professionnel du droit, quoi. De toute façon, la banque ne cédera pas sur un sujet de responsabilité sans que le juge n'en ait pas enjoint. Justement, donnez-nous un exemple concret où la responsabilité de la banque serait engagée. Un emprunteur qui est déjà surendetté et qui soit accordé un nouveau crédit. Si la banque n'a pas vérifié sa situation, elle peut être responsable et être condamnée à réparer son préjudice. C'est peut-être une partie du crédit qu'il ne peut pas rembourser, que la banque va devoir rembourser à sa place pour le coup. D'accord. Donc, dans le cas d'un manquement. Vous parliez d'une personne surendettée. Pardon, excusez-moi. Alors, justement, parlons du surendettement des particuliers, nouveau thème dans cette émission sur le droit bancaire. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est surendettée, c'est-à-dire qui ne peut plus faire face à ses dettes, eh bien, elle peut déposer une demande d'admission à la procédure de surendettement des particuliers auprès de la Banque de France. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, la Banque de France. Donc, le surendettement, c'est quand une personne physique, souvent un ménage, n'arrive plus à faire face à ses dettes non professionnelles de manière durable. Ce peut être des crédits, un crédit à consommation, crédit immobilier. Ce peut être ses loyers. Des factures, des découverts bancaires, et ça a toutes sortes de dettes. Ouais, ça s'enchaîne, et au bout d'un moment, on ne peut plus payer. C'est ça. Donc la Banque de France, elle reçoit le dossier, elle fait un examen d'abord de recevabilité du surendettement. Quand elle considère qu'effectivement il y a un vrai déséquilibre, la personne va être admise, ou le ménage vont être admis à la procédure de surendettement des particuliers. Donc oui, la banque, elle va évaluer la situation des débiteurs, et elle va chercher à établir un plan de remboursement sur 7 ans. Donc il va y avoir des réductions d'intérêt, des reports de paiement, etc., tant que la personne revienne à meilleure fortune. Et donc je vous disais tout à l'heure sur 7 ans, mais le droit de la consommation est souvent très protecteur, et quand il va s'agir par exemple de protéger le domicile, eh bien ce plan de surendettement, il va pouvoir s'étendre sur une période encore plus longue si on a la conviction de ce que ça va marcher, de ce que le particulier va retomber sur ses pattes et va y arriver. Et donc, si des créanciers refusent ce plan, il peut être imposé par le tribunal. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et pendant donc toute la durée de surendettement et du plan, il y a gel des poursuites, je crois, non ? C'est ça. C'est-à-dire que c'est le grand avantage de la procédure de surendettement des particuliers, c'est quand vous êtes poursuivi par un créancier, dès lors que vous êtes admis à la procédure, tout est arrêté. D'accord. Et lorsque ça va très loin et que, par exemple, une saisie immobilière est en cours, la saisie immobilière s'arrête et bloquée également le temps de l'examen du dossier, de la mise en place du plan, et si le plan est respecté pendant tout le temps du plan, donc pendant les 7 ans, voire plus. Donc c'est un plan pour être concret. On fait donc un état des dettes du particulier, du ménage, et ensuite on établit un plan en disant vous allez rendre tant par mois, ou comment. Avec des aménagements, c'est-à-dire qu'on peut dire par exemple, voilà, il y a une situation de chômage, les temps sont durs pour retrouver du travail, eh bien on peut dire on va ajourner la dette à 1 an, 2 ans, on peut même imaginer 7 ans, à l'issue desquels vous devrez la somme en intégralité, mais vous aurez tout ce temps-là pour vous refaire. Alors ça peut être pour retrouver du travail, ça peut être pour vendre un bien, ça peut être pour, je sais pas, attendre l'issue d'une succession et toucher un héritage. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, les créanciers, ils attendent. Ils n'ont pas le choix. Et sans intérêt, ou avec un taux d'intérêt relativement bas. Taux légal en général. Et les créanciers qui peuvent avoir des difficultés financières dues au manque du remboursement, eux, on s'occupe. Alors le créancier vraiment concerné, ça va être le propriétaire, du domicile, quand on est locataire. Ça, effectivement, c'est particulier. Et puis il y a un autre personnage dans tout ça qui va pas être bien non plus, c'est la fameuse caution. Oui, tout à fait. Je vais venir, mais je voudrais insister un peu là. Vous êtes locataire d'un appartement. Vous n'arrivez plus à payer vos loyers, vous avez des dettes à ne plus finir, vous faites un dossier de surendettement à la Banque de France. Pendant ce temps-là, le propriétaire ne touche plus les loyers et doit continuer à payer les charges. Alors il touche les loyers à venir.
c'est les loyers, c'est l'arriéré. Hein. L'endettement, c'est l'arriéré. D'accord. Voilà, oui, d'accord. Va toucher loyer à venir. C'est sur le passé, ce n'est pas sur l'avenir. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui, donc vous vouliez parler des éventuelles cautions. Qu'est-ce qu'il advient d'eux ? Qu'est-ce qu'il advient d'eux ? Ça, c'est les malheureux de l'histoire. Parce que le surendettement des particuliers, ça gèle effectivement les poursuites contre le débiteur principal, contre la personne surendettée, mais pas contre les cautions, à moins que la caution elle-même soit surendettée. Et c'est des choses qui arrivent. Je me suis engagée, je me suis portée caution pour rembourser 300 000 euros à la place de mon fils. Mon fils est en surendettement des particuliers. Moi, les 300 000 euros, je les ai pas, quoi. Oui, bien sûr. Donc, je vais aussi être surendettée. Et je vais aussi aller à la Banque de France et ouvrir ma propre procédure. Mais c'est pas toujours le cas. Je peux avoir une maison qui vaut ces 300 000 euros. Et si j'ai une maison qui les vaut, je suis pas surendettée. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, donc il faut toujours faire attention quand on se porte caution. Et qu'est-ce qui se passe, chère Carole, au Lannion-d'Elroise, si la situation est irrécupérable ? Alors, il y a un process qui s'appelle le rétablissement personnel. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est dans une situation catastrophique et qui ne retrouvera pas du travail, qui a des soucis de santé ou des choses comme ça, ou qui ne pourra pas trouver un travail rémunéré à hauteur de ce qui lui permettra de rembourser son passif, eh bien, alors là, il n'y a plus de bien immobilier. Le bien a été vendu. Il s'agit, voilà. Ouais. Et là, eh bien, on va effacer les dettes. C'est vraiment le droit à la deuxième chance. Voilà, tout à fait. Mais c'est rare, ça, ou vous avez de nombreux cas, peut-être de plus en plus, avec la situation économique qui se tend, qui est tendue, avec les difficultés que connaissent nos familles. Il y a de plus en plus de cas de surendettement. Oui, il y a toujours beaucoup de cas de surendettement. Et la procédure de rétablissement des particuliers, oui, elle est et d'effacement total des dettes, oui, elle est parfois utilisée. Voilà, elle est parfois utilisée et souvent dans des situations où le créancier, ça va être un prêteur avec un crédit revolving et avec une montagne derrière soi qui est... Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux auditeurs en cas d'incapacité à rembourser des dettes bancaires ? Eh bien oui. Ne pas attendre. Savais que vous alliez me dire oui. Vous avez dit non une fois, maintenant ça va être oui tout le temps. C'est ça, ne pas attendre d'être au fond du trou pour demander de l'aide. Gardez à l'esprit que le surendettement, c'est pas une honte. Voilà, je voulais venir là-dessus, ne pas avoir honte. On a tous le droit à un moment de connaître des difficultés, des grosses difficultés, d'avoir un incident dans la vie auquel on ne peut faire face, d'avoir une maladie qui nous tombe dessus, qui nous empêche de travailler, et ensuite, etc., ça s'accumule. Et oui, donc on a tous le droit à avoir ça et il ne faut pas avoir honte. On appelle ça un accident d'existence, ça arrive à tout le monde. Accident de la vie. Un accident de la vie, exactement. D'accord, donc une situation à traiter. Donc il faut aller voir qui ? Son banquier, puis un avocat ou déjà son banquier ? La Banque de France. La Banque de France. Toc toc, la Banque de France. Ouais. C'est je veux déposer un dossier de surendettement, la Banque de France vous remet un formulaire, vous le remplissez. Vous êtes très très transparent et honnête. Oui, voilà, oui. On cache rien quand on part en surendettement des particuliers, on cache rien. Voilà. Écoutez, merci en tout cas pour cet exposé sur cette partie concernant les prêts, le surendettement. Et je voudrais qu'on vienne un petit peu à 13h50. On va peut-être pas faire de deuxième pause parce que cette émission est très dense. Les litiges avec sa banque. Quels sont les recours ? Vous avez commencé par une réclamation écrite. La banque, normalement, a 2 mois pour vous répondre. D'accord. Et en cas de refus, vous pouvez saisir le médiateur de la banque, dont les coordonnées figurent sur le site de la banque ou les courriers qu'elle a pu vous adresser. Donc, quand on dit écrit, c'est une lettre recommandée avec AR ou ça peut être une simple lettre ou un mail maintenant ? Alors, vous savez que maintenant, un mail, ça peut faire office de courrier recommandé. L'idée, c'est de se ménager la preuve de ce que le courrier a bien été expédié. D'accord. Et la banque a 2 mois pour répondre. Oui. Elle a 2 mois pour répondre. Si elle ne le fait pas, il faut aller plus loin. Donc, encore une fois, médiateur de la banque, et si ça suffit pas, le particulier peut saisir le tribunal judiciaire. C'est pas que le banquier qui va saisir contre le particulier peut saisir le tribunal judiciaire d'une réclamation contre sa banque. Le tribunal judiciaire, c'est ce qu'on appelait avant le TI et le TGI. Voilà, tout à fait. Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, maintenant c'est le tribunal judiciaire. Et est-ce qu'on peut aller au tribunal sans avocat ? Alors oui, encore, mais je peux vous dire non aussi. Oui. Alors oui, si le litige est inférieur à 10 000 euros, et non s'il est supérieur à 10 000 euros. Voilà, parce que ça demande des procédures et on n'est pas tous
avocat et professionnel, et donc il faut bien que chacun ait sa mission dans le cadre de ses compétences. Oui, c'est ça. On peut y aller sans avocat, mais on n'a pas l'obligation de le faire sans avocat. Et c'est vrai que en bancaire, c'est quand même pas mal d'avoir un avocat, surtout que si la personne est vraiment en difficulté, elle aura droit à l'aide juridictionnelle. Oui, bien sûr. Et on est face aussi à des établissements bancaires qui ont des services juridiques pointus et qui partent déjà avec un train d'avance sur vous, quoi. Qui connaissent leur convention aussi. Qui connaissent mieux que le particulier. Voilà. On a parlé des banques physiques, des établissements bancaires physiques de la Banque de France, mais maintenant ça développe de plus en plus les banques en ligne. Alors les banques en ligne, c'est bien, mais avec les fraudes, avec la sécurité numérique, on se dit qu'il y a peut-être de plus en plus d'arnaques bancaires qui explosent avec le numérique. Quand on a une banque en ligne, de quoi doit-on se méfier, Carole ? Écoutez, pas plus quand c'est une banque classique. En fait, on est tous plus ou moins en ligne avec sa banque. C'est plutôt ça qu'il faut retenir, puisque on travaille via un site, on fait nos opérations via le site, un espace personnel dans le site, etc. Donc, le banquier a développé des instruments numériques dont il est responsable de la sécurité. C'est ça qu'il faut savoir. Et des petits malins ingénieux développent des process qui vont venir traquer les failles et puis se servir sur le compte des clients des banques via des failles qui ont été trouvées. Donc il y a plusieurs types d'arnaques, tout aussi ingénieuses les unes que les autres. Dites-nous. Alors, en droit, la banque a l'obligation, je l'ai dit tout à l'heure, d'assurer la sécurité des opérations effectuées avec ses outils numériques. Elle a donc l'obligation de rembourser en cas de fraude, sauf si elle prouve une négligence grave de la part de son client utilisateur. D'accord. Et donc, tout cela est intéressant, mais donnez-nous des exemples plus précis et plus concrets. Je pense qu'on peut parler du phishing en bon patois savoyard, le hameçonnage, ou etc., ou peut-être le skimming. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Carole ? Vous êtes bien renseignée. Ah, mais attendez, j'ai travaillé. Je savais que je vous avais en face. Voilà. Donc, le phishing ou hameçonnage. Donc, c'est une arnaque très, très développée, très connue. Un client reçoit un email ou un SMS frauduleux qui imite celui de sa banque. Il croit que ça vient de sa banque, avec un lien qui l'invite à aller sur son site personnel. Donc le client, il va cliquer sur le lien en disant je vais ouvrir le site de la banque. Et pour ouvrir le site de votre banque, vous faites quoi, vous ? On donne les codes d'accès pour son espace personnel. Voilà, vous rentrez vos identifiants et vous croyez ainsi accéder à votre espace personnel. Et en parallèle, alors on a bien compris que c'était une copie du site de la banque, qui est en réalité derrière, il y a l'escroc. Et puis, en parallèle, l'escroc, il aura également piraté la carte SIM du téléphone du client, du téléphone portable. D'accord. Ça, c'est quand on répond au mail ou quand on va sur l'application depuis son téléphone portable. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, vous savez comment ça fonctionne. On ouvre son espace personnel, on fait une opération et puis la banque vous envoie un SMS d'authentification. Oui. Donc, vous avez un code que vous recevez sur votre portable et puis vous le rentrez dans votre espace personnel et ça permet de déverrouiller tout ça. Donc, si on pirate en parallèle, on vous a fait rentrer vos identifiants dans un site qui n'est pas un vrai site, auquel le pirate a accès, et en parallèle, il a piraté votre carte SIM, et donc il peut téléphoner et recevoir les SMS de votre carte SIM. Ça aussi, c'est courant. Énorme. Voilà. Donc le tour est joué. Donc, le fraudeur a capté les identifiants, donc il va aller après sur le vrai site personnel, sur le vrai site de la banque et sur le vrai espace personnel. Il va faire l'opération, la banque va envoyer le code d'authentification et il va le recevoir parce qu'il aura piraté la carte SIM. Et donc, il pourra effectuer des virements dans le vrai espace personnel de la victime, mais vers des comptes frauduleux, vers des comptes qu'il aura ouverts dans une autre banque, souvent à l'étranger. Et voilà. D'accord. Et la banque, elle peut être responsable dans ce cas-là ? Eh bien oui. Oui, positivement pour le particulier. Oui, bien sûr. Si le mail ou SMS sont bien imités, si le client n'a pas commis de faute, par exemple, s'il n'a pas divulgué volontairement ses identifiants ou le code de confirmation, la banque doit couvrir le préjudice. C'est la loi. D'accord. Parlez-nous du skimming. La copie de carte bancaire. Alors, le skimming, c'est un terminal ou un distributeur de billets qui copie les données de la carte et qui sont ensuite utilisées frauduleusement.
le client conserve sa carte, il n'a donc pas commis de faute non plus. Voilà. Et donc, le remboursement est dû par la banque dans ces cas-là aussi, sauf à cette dernière de prouver que le client victime a vraiment commis une négligence. Mais la charge de la preuve de cette négligence, cette faute, incombe à la banque. D'accord. Donc là, c'est plus une copie de la carte bancaire. Voilà, une copie de la carte bancaire via un terminal, via un distributeur, voilà. Donc, il faut toujours faire attention quand on a sa carte bancaire, quand on est sur une application, sur un site, il faut toujours faire attention. Ah, complètement. Il faut toujours être persévérant. Et quid de l'usurpation d'identité avec ouverture de crédit ou compte au nom du client? Oui, alors ça c'est particulier. C'est-à-dire que c'est un escroc qui va constituer un faux dossier à votre place, il va se faire passer pour vous parce qu'il aura piraté vos données par ailleurs, mais alors qu'ils ne seront pas des données bancaires. Hein. Donc des données d'identité, de professionnels, voilà. Vous savez, des fois, c'est tout bête. Hein. Vous allez, votre enfant va louer quelque part, on demande une caution, on demande de constituer un dossier pour porter caution. Et dans ce dossier, on va tout mettre. On va mettre nos fiches de paye, nos avis d'imposition, notre adresse, voilà. Et puis on va balancer ça par mail. Mais le mail, ça se pirate. Donc très facilement, un pirate va pouvoir capter toutes ces informations. Donc comme ça, il va se constituer mon personnage. Il va arriver à la banque et puis il va ouvrir un compte à mon nom. Voilà. Et ensuite, eh bien, ça arrive souvent, ça. Ah, ça arrive, oui. Ça arrive, hein. Oui, il va contracter, plus qu'on ne le croit. Bien sûr, il va contracter des prêts à la consommation. Oui. À mon nom, avec mes informations personnelles. Et puis évidemment, sitôt le prêt sera réalisé, sitôt il va vider le compte. Et donc il ouvre le compte, il contracte le prêt, il vide le compte et c'est fini. Il n'y a plus rien. D'accord, Carole Olagnon-Delroise, on arrive au terme de cette émission. Quels sont les conseils de prévention que vous pouvez donner pour éviter le plus possible les arnaques? Alors, ne communiquez jamais vos identifiants, vous l'avez compris. Ne cliquez pas sur les liens dans les mails ou SMS, c'est tout bête. Mais un banquier ne vous envoie jamais un SMS en vous disant cliquez sur le lien. Jamais. Ouais. C'est vous qui décidez d'aller sur son site et sur votre espace personnel. Et on pense peut-être notamment aux personnes âgées qui sont des personnes plus sensibles. Donc oui, une personne âgée qui va recevoir un SMS va tout de suite cliquer, quoi. Voilà. Peut-être. Voilà. Donc faites attention. Âgé, hein. Non, mais oui, tout à fait. Mais faites attention à vos parents âgés qui sont un public plus enclin à faire cela. Utilisez l'authentification forte aussi. C'est vrai que c'est un coût, hein, c'est un service bancaire que vous payez, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire que on va doubler l'envoi de codes d'authentification. Donc ça évite. D'accord. Et puis, on peut vérifier aussi les interlocuteurs auxquels on a affaire. Oui, sur le site l'AMF de la Banque de France, en Corel. Hein, si vous êtes contacté par des personnes qui vont vous proposer des placements, par exemple. L'AMF, c'est l'Association des maires de France? Non. C'est l'association des établissements financiers. D'accord. Voilà. Et puis bien sûr, toujours la Banque de France. Et puis peut-être la première chose à faire, c'est de prendre contact avec son établissement bancaire, son conseiller financier, qui va vous dire non, j'ai jamais fait ça, et qui peut déjà peut-être bloquer, qui peut déjà agir. Hein. Réagir très vite aussi. Hein. Regardez régulièrement ses comptes, c'est tout bête. Oui, mais je veux dire, si on les regarde pas, on voit pas les opérations. Carole Olagnon-Delroise, avocate, membre du barreau, de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry, spécialisée notamment en droit bancaire. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? J'aimerais vous dire non, mais oui. Vous m'aurez dit oui tout le temps, sauf une fois. C'est ça. J'ai bien noté. C'est ça, ne laissez jamais un problème bancaire s'envenimer. Demandez des explications, gardez des preuves, utilisez les recours amiables et surtout informez-vous. Face à une banque, un consommateur bien informé a déjà un pouvoir de négociation. Oui, tout à fait. Et puis, ayez vraiment cette relation de confiance avec votre conseiller financier, avec votre banque. Et dès que vous avez la moindre interrogation, la moindre crainte, prenez contact avec eux qui vous diront oui, c'est bien nous, ne vous inquiétez pas, ou non, c'est pas nous, et on va déjà agir pour bloquer l'arnaque. C'est ça. Merci Carole Olagnon-Delroise. Petite question à 14h01 parce qu'on va quand même prendre une petite minute de plus. Vous êtes avocate spécialisée donc notamment en droit bancaire. Vous faites aussi de la médiation.
Donc vous avez une vie très prise, mais vous n'allez pas échapper à la question RGL. Quand vous n'êtes pas en train de plaider, quand vous n'êtes pas dans votre cabinet en train d'étudier des problèmes qui se posent à vous, quelles sont vos passions, quels sont vos centres d'intérêt, à quoi vous carburez? Je lis. Vous lisez. Alors, vous lisez quoi? Le code civil, le code pénal? Je lis des choses qui m'évadent. Je lis des romans. J'ai lu Le Match du Kremlin récemment, ça m'a passionné. Je lis le journal tous les matins. Ouais. Je passe 1 heure sur mon appli du Monde parce que Le Monde, vous lisez? C'est mon démarrage. Et puis voilà, et je m'occupe de la petite fille aussi. Oh, d'accord. Voilà. Qui a quel âge, la petite fille? Elle a 2 ans. Oh là là. Ouais. Vous devez être une mamie gâteau. J'espère, j'essaye en tout cas. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, chère maître Carole Olagnon-Delroise, pour cette belle émission qui sera disponible en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac très prochainement. Et donc, vous pourrez écouter à nouveau pour avoir les meilleurs conseils. Évitez surtout de se faire arnaquer en perdant des sommes parfois énormes. Et surtout aussi, si vous avez des difficultés au niveau de vos paiements, n'attendez pas d'être au fond du trou, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Agissez tout de suite. Et il y a tout problème à sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est ce qu'on dit en droit. Voilà. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous pour la Voix du barreau, la prochaine du mois de juin. Le premier lundi, ça va être le 2 juin à 13h. Je ne sais pas quel thème on traitera, mais en tout cas, ce sera encore une fois un thème très intéressant. Merci Carole encore d'être venue avec nous.